Donc cet enregistrement, c'est pour, comme je le disais, c'est pour l'émission Leader à l'écoute avec Maître Zeus Sajavon. Voici les questions de la diaspora venue de par le monde. Maître Zeus Sajavon, la diaspora a remarqué qu'elle n'est plus invitée dans la plupart des dialogues. Bon, les gens parlent d'une mise en quarantaine par la classe politique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, est-ce qu'il s'agit d'une mise en quarantaine? Je crois que la classe politique togolaise ne s'est pas beaucoup occupée de la diaspora. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que le pouvoir a essayé de l'utiliser la dernière fois à des fins politiques. Il y a eu la diaspora par ici, la diaspora par là. Les gens, je ne sais pas d'où ils sont apparus à la télévision, on a fait ainsi. Mais à part cela, on ne tient pas beaucoup compte de la diaspora de moins. Comme ça se passe dans d'autres pays, comme au Mali où la diaspora a un député, comme ça se passe au Mali ou dans d'autres pays où il y a un maréchal qui est syrien. Bon, au Togo, c'est pas le cas. Et c'est qui fait que ça pose beaucoup de problèmes. Bon, disons que Togo, les partis d'opposition ne s'occupent pas beaucoup de la diaspora. Peut-être que c'est parce que la diaspora, lors des élections, on n'en tient pas beaucoup compte. C'est peut-être pour ça. Et que ça intéresse personne, sauf pour les besoins politiciens, comme la dernière fois, avec le pouvoir en place de la dernière. C'est tout. C'est dommage que ce soit ainsi, mais c'est le fait, je déplore comme vous, que la diaspora togolaise, qui a une importance considérable en matière économique. Nous savons rien en matière financière, nous savons combien la diaspora togolaise envoie par an au Togo. C'est beaucoup. Et normalement, on devrait s'en occuper réellement et on devrait faire tout pour que cette diaspora puisse participer réellement à la vie politique togolaise. Mais ce n'est pas le cas, c'est ce que je constate. La prochaine question est sur l'atelier du Escroun et les réformes. Selon ce Togolais, l'équilibre des organes et des institutions doit être la prochaine étape. Il continue par dire que nous allons vers les études, les rédactions des propositions des projets de réforme, leur introduction à l'Assemblée par le gouvernement. Alors, M. Sajavon, quelle importance donnez-vous à l'équilibre des institutions par rapport aux travaux préparatoires des réformes et est-ce qu'il faut équilibrer les institutions avant la mise en œuvre des réformes? Oui, et justement, l'équilibre des institutions, est-ce que c'est avant ou après? Je crois que les réformes sont indispensables pour l'équilibre des institutions, pour que ces institutions soient pérennes. Est-ce qu'il faut faire l'équilibre maintenant? Non pas de l'équilibre, là je dis l'équilibre des forces politiques, sociales. Là, vous savez, quand on met les forces politiques ensemble, vous savez ce que ça a donné depuis 25 ans au Togo. Et ça ne donne jamais rien d'acceptable. Et il faut, je crois qu'à l'étape où nous sommes, il faut nécessairement mettre en place des commissions composées de techniciens, des commissions techniciens pour pouvoir rédiger les textes. Et à ce moment-là, ces textes-là doivent prévoir l'équilibre des institutions pour que ces institutions soient pérennes. Oui, il ne faut pas penser à l'équilibre des institutions avant l'équilibre même de la composition des commissions, avant justement la mise en avant la rédaction des textes. Donc ce serait la catastrophe. Je crois que vous avez vu par exemple lors de la rédaction de la commission de la 92. On n'a jamais parlé de l'étude des forces avant, justement, la rédaction. Ce sont les techniciens qu'on a mis en place qui ont fait une constitution remarquable. Elle est remarquable, à part quelques lacunes qui a fait vrai, aucune ne n'est pas faite, mais elle est remarquable, cette constitution de 92. Elle a été faite par les techniciens, sans rien penser, sans penser à l'équilibre, et c'est pour cela que ça a donné lieu à
ce genre de constitution remarquable et qui n'a pas plu aux politiques, à certains politiques. C'est ça le problème de l'équilibre. Actuellement, il faut nécessairement penser à ce que des techniciens puissent rédiger les textes qu'il faut, des techniciens, des juristes, des économistes, des sociologues, des anthropologues, etc. Et pourquoi pas éventuellement les chefs traditionnels, parce qu'il y a certaines institutions qui touchent les chefs traditionnels, pour qu'on puisse rédiger des textes qui donnent des institutions pérennes et qui fassent des propositions équilibrées. Dans ce cas-là, oui, nous pouvons faire comme au Bénin et avoir des institutions équilibrées qui pérennes, qui vont conduire notre pays dans les années à venir. Oui, mais si vous commencez à parler d'équilibre des forces maintenant, c'est bonjour le dégât, hein, vous savez. Équilibre des forces, pour rédiger, c'est bonjour le dégât, ce qui est dit. Donc, mais il faut penser à l'équilibre des forces. Après, que ces institutions soient équilibrées, il faut que la rédaction, il faut que lorsqu'on aura mis en place ces institutions, elles soient réellement équilibrées. C'est ça qu'il faut. Alors, concernant les réformes, certains observateurs affirment qu'une chose est de faire voter des lois, des réformes, une autre est de les piloter, voire de les appliquer à la lettre, d'où la nécessité d'être clair sur ceux qui seront en charge. Par rapport à l'APG, le consensus et un gouvernement d'union sont prescrits pour l'application. Que peut-on espérer de cette disposition? Oui, je crois qu'il va aussi, c'est ma position également. Hein. Vous savez, au Togo, la transition, on l'appelle comme on veut, parce que quand on parle de transition, le pouvoir togolais actuel est RSC, quand on parle de transition, mais il faut faire quelque chose de ce genre. Au Bénin, nous avons, après la conférence nationale béninoise, s'il y a eu une transition, et si le Bénin est devenu ce qu'il est actuellement, avec maintenant 4 anciens présidents, vous savez, et si c'est comme cela, c'est parce que il y a eu une transition de toutes les forces. Quand on parle de transition, c'est une transition composée de toutes les forces sans exclusion, sans exception. Cela a jamais été fait au Togo. Regardez, quand on est sorti de la conférence nationale, le gouvernement que le Premier ministre Figo a mis en place, ce n'était pas un gouvernement sans exclusion. C'est un gouvernement qui ne comprenait pas tout le monde. L'APG, à la suite de l'APG, il a fallu faire un gouvernement pour pouvoir conduire, justement mettre en œuvre l'APG. Et ce n'était pas ce gouvernement-là. Ce gouvernement était un gouvernement où il n'y avait pas les gens de l'IFC, où il n'y avait pas tout le monde. Il faut, à un moment donné, tout le monde se mette ensemble, et qu'ensemble, on puisse aussi bien les politiques, que la société civile, la diaspora, que tout le monde soit ensemble, et qu'on puisse pendant ce temps mettre en œuvre les mesures que le HCOUN est chargé de proposer au gouvernement. Oui, parce que le HCOUN a pour rôle de proposer des mesures au gouvernement. Et nous, lors de l'atelier, nous avons aidé le HCOUN à proposer justement ces mesures-là. Ce que c'est le HCOUN pour les mesures que le gouvernement doit, un gouvernement, je ne sais pas comment on va l'appeler, gouvernement de mettre mise en œuvre des mesures, gouvernement de transition, gouvernement très, en tout cas, appelez-le comme vous voulez, mais il faut un gouvernement où tout le monde soit rassemblé pendant ce temps pour pouvoir apprendre d'abord à vivre ensemble. Parce que c'est très important. Parce que là, on se regarde dans une faïence, ce n'est pas la solution. C'est un gouvernement où tout le monde est là, tout le monde apprend à travailler ensemble, et on balaie la maison, et on met en place l'institution, et on met en place les textes, et à ce moment-là seulement, le Togo pourra démarrer et évoluer comme cela se fait avec d'autres pays. C'est ça que je peux vous dire. Dernière question. Malgré que le Togo regorge d'intellectuels pour rédiger de bonnes réformes, malgré la volonté manifeste des acteurs à aller vers la mise en œuvre des réformes, quels sont les problèmes obscurs qui ne sont pas révélés au public et qui doivent être réglés pour ouvrir définitivement la voie au pays? Quelles sont certaines concessions auxquelles il faut s'attendre? Devons-nous aller vers une amnistie générale? D'abord, prenons le problème le cas des problèmes qui doivent être réglés, c'est-à-dire des choses qui sont restées dans l'ombre. C'est la vérité. La vérité n'a jamais au Togo été mise en catholique.
58. La CVJR a été mise en place pour aller faire la vérité sur depuis 58. Est-ce qu'on a su ce qui s'est passé en 58? Non. Est-ce qu'on a su ce qui s'est passé pendant le règne de Vigéa Adema? Non. Est-ce qu'on a su ce qui s'est passé en 2005? Disons un peu, mais pas actualité. Est-ce qu'on a connu les auteurs? Non. Est-ce qu'on a su ce qui s'est passé lorsque le marché a brûlé à Lomé? Non. Disons que c'est ça le problème fondamental au Togo. La vérité n'est jamais dite. Il faut qu'une fois, en une fois de catharsis, la vérité puisse être dite une fois de vérité. Et que nous voyons cette vérité en face, et qu'ensemble on voit comment résorber cette vérité-là, comment intérioriser cette vérité, comment l'intérioriser et comment faire pour que cette vérité ne puisse pas constituer un handicap à l'évolution du pays. Donc comment trouver les solutions justement pour résoudre les problèmes créés par cette vérité-là. Ça n'a jamais été fait. C'est ça le problème fondamental. Ensuite, le chef de l'État lui-même a dit que c'est un petit nombre de Togolais qui s'accaparent les richesses de l'État. Quel est ce petit nombre? Il faut qu'on le sache. Mais c'est tout cela qui sont dans l'ombre et qu'on ne sait pas et qui plombe justement la révolution de notre pays. Il faut faire une catharsis et que ça soit mis sur la place publique. Et une fois cela mis sur la place publique, on trouve les solutions. On pense aux solutions pour que ça ne soit plus ainsi. Et après, un gouvernement pour pouvoir à ce moment-là seulement, le pays pourrait évoluer. C'est clair. Sans cela, je ne pense pas. Nous allons tourner en rond. On va tourner en rond. Et ça sera toujours la même chose. Voilà ce que je peux vous dire. Mais, maître, pour ajouter à cela, comment se fait-il que dans le passé, je pense, on a eu une amnistie et ça fait évoluer les choses dans le passé sans que le problème de vérité n'ait entravé l'évolution de la chose. Mais comment est-ce qu'on a pu arriver à une amnistie dans le passé? Et cette fois-ci, il faut le faire autrement. Oui, l'amnistie, est-ce que l'amnistie peut être la solution? Oui et non, l'amnistie peut être une des solutions. Ça ne veut pas être la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Il faut des solutions aux vérités qui ont été mises en œuvre, qui ont été mises en nu. Il faut justement des solutions. Donc l'amnistie est une des solutions pour certains des problèmes. Mais l'amnistie ne peut pas être la solution à tous les problèmes, c'est clair. Donc, c'est pour cela que je demande que la classe politique togolaise, la diaspora, la société civile, qu'on se mette tous ensemble pour penser aux solutions pour pouvoir résorber justement tous ces problèmes-là qui sont posés et trouver les solutions pour les mettre en œuvre. Et donc, la mise en œuvre doit se faire par un gouvernement ou par une structure gouvernementale, appelez-le comme vous voulez, qui va mettre en œuvre les solutions qu'on aura trouvées. L'amnistie, d'accord, c'est vrai, mais ce n'est pas la solution magique. C'est une des solutions, ça ne peut être qu'une des solutions. Il y en a d'autres, il faut explorer toutes les voies, il faut explorer toutes les pistes pour trouver les solutions à tous les problèmes. Les problèmes togolais, il y en a beaucoup, vous le savez. Il faut trouver la solution à tous les problèmes togolais. Voilà. D'accord. Merci infiniment, Maître Javon.